presque tous les pays du monde. Mais j'avais peur dans ma chambre, il faisait noir. C'est pas vous à diriger l'enquête. Peut-être, ben alors on a une carrière à faire ailleurs. Je vais vous raconter aujourd'hui en quelques minutes, peut-être trop brèves, la carrière et l'existence d'un acteur légendaire, mais à l'existence contrariée, voire plus qu'ambiguë. Il s'agit de Robert Le Vigan. Petit cancre, cancroïde. C'est un reçu des cancres, c'est tout. Enfin, n'oubliez pas que la nuit de Noël, je vous attendrai derrière la vieille chapelle, comme tous les ans, pendant la messe de minuit, hein. Il y aura pour chacun de vous une orange et un bâton de nougat. Silence! Offert par la Ligue départementale de la Libre Français, ne l'oublions pas. Robert Le Vigan, de son vrai nom Robert Coquillot, né en janvier 1900 dans le 18e arrondissement, Montmartre, Paris, et meurt lors de son exil plus ou moins volontaire, nous aurons l'occasion d'en reparler, à Tandil, du côté de Buenos Aires en Argentine, en octobre 1972. Alors Robert Coquillot, le jeune Robert Le Vigan, donc, d'un père vétérinaire, mais dont il ne désire pas épouser, disons, la carrière, souhaite devenir artiste, comédien. Il obtient très rapidement et facilement un deuxième prix, pas un premier prix, mais un deuxième prix de conservatoire, qui l'obligera à prendre des chemins parfois de traverse pour accéder aux vraies planches, celles des théâtres de prestige. Et c'est pour cela qu'au Théâtre Impérial et au Moulin de la Chanson, dans le quartier de Montmartre, avec de jeunes acteurs débutants tels que Marcel Dalliot et Pierre Brasseur, Robert Le Vigan se fera connaître dans des music-halls, dans des théâtres moins prestigieux qu'attendus, dans des cabarets, dans des revues ou des scénettes, parfois des rôles un peu plus imposants, de burlesques, de personnages farfelus, à la limite, et parfois elles sont atteintes de la folie, en tout cas une folie comique. Et donc, après un service militaire effectué en Allemagne, Robert Le Vigan, petit à petit, réussit à approcher le cartel, comme on disait à l'époque, des metteurs en scène prestigieux de l'époque. Je pense à Louis Jouvet, je pense à Monsieur Pitoef, pour interpréter Molière, Régnard, entre autres auteurs classiques. Mais c'est lors de la création d'une pièce de Jules Robin, qui est une satire du colonialisme français, mais en Amérique du Sud, d'Onogu, que Robert Le Vigan va se faire distinguer et remarquer par un réalisateur de prestige. Et quel réalisateur de prestige, puisqu'il s'agit de Julien Duvivier, qui va lui demander d'interpréter par la suite un des 5 personnages, les 5 gentlemen maudits, aux côtés d'Harry Bor et de René Lefebvre en 1931. Le Vigan accepte. Il tournera d'ailleurs 4 autres films: La Bandera, Golgotha, Maria Chapdelaine et Un tel père et fils. La Bandera lui permettra de développer avec Jean Gabin un rôle de légionnaire, tout d'abord détestable, et puis ensuite qui trouvera les voies de la rédemption, avec une fin magistrale dans ce film La Bandera avec Jean Gabin. Et puis ensuite, donc c'est Golgotha où il va incarner, à la surprise de tous, un Jésus-Christ complètement dans la souffrance, dans la douleur, dans un côté vraiment tragique, pathétique également, dans le bon sens du terme, pour ce rôle. Et on pourrait dire, pour parler un petit peu de l'art d'acteur de l'acteur Le Vigan, qu'il s'est incorporé le personnage de Jésus-Christ, à la fois dans l'addiction, mais aussi physiquement. Il se l'est incorporé, il se l'est intégré, jusqu'à maigrir considérablement, jusqu'à se faire limer, voire arracher des dents, afin d'avoir cette maigreur et ces joues creuses, telles qu'on le voit dans le film. Même en dehors du tournage, pendant cette période, Le Vigan vivait comme s'il était Jésus-Christ. Il avait cette particularité de
s'effacer en quelque sorte derrière les personnages qu'il incarnait. On le voit d'ailleurs aussi dans le personnage souffrant également et délirant, mais dans la fièvre coloniale, c'est celui de Goupil Tonquin dans Goupil Marouge en 1942, réalisé par Jacques Becker, avec Fernand Ledoux. Et donc, acteur de second rôle, certes, mais aussi acteur de composition, et quelle composition, puisque je viens de vous en confier un peu la teneur, eh bien, Robert Le Vigan va émailler de cette intensité de jeu et d'interprétation et d'incorporation des rôles, une quarantaine de films, une bonne quarantaine de films, qui sont encore tous, ou du moins en majorité, visibles en DVD Blu-ray. Alors, parmi sa filmographie, quels sont les films les plus marquants? Alors, évidemment, j'en ai cité déjà 3, on pourrait citer également des rôles peut-être plus légers, celui des dégourdis de la 11e, de 1 de la Légion, je me souviens également de son interprétation d'un dictateur sud-américain, délirante dans Ernest le Rebelle, toujours avec Fernandel. Et donc, il y a d'autres films également, je pense à La Charrette fantôme de Duvivier, je pense également au Petit Roi de Duvivier avec Robert Linen, et puis d'autres films tels que ce film très peu connu, et c'est dommage, Les Mutinées de l'Elseneur en 1936, où il interprète un marin, disons, vicieux, prêt à mener des révoltes, des insoumissions sur un bateau. Et puis vous avez aussi d'autres grands rôles comme celui de ce mystérieux inconnu qui se cache, mais dont on entend souvent parler dans Les Disparus de Saint-Agile. Le fameux aussi maître chanteur dans Le Dernier Tournant de Pierre Chenal en 1939 avec Corinne Hucher, dont nous reparlerons bientôt. Fernand Gravé, Michel Simon, où il incarne un maître chanteur, où là Le Vigan incarne un maître chanteur magistral. Et donc Le Dernier Tournant de Pierre Chenal, qui est la, de mémoire, première adaptation du roman de James Ames Cain, Le facteur sonne toujours 2 fois. Avant Ossessione de Visconti, et l'adaptation Made in Hollywood de 1946. Et donc, et le remake également de 1981 avec Jack Nicholson et Jessica Lange. Donc, pour revenir à Robert Le Vigan, on pourrait citer d'autres grands rôles de composition, notamment dans L'homme qui vendit son âme au diable de Monsieur Paulin, un de ses tout derniers rôles, son dernier rôle étant dans Bifur 3 de Maurice Kamm. D'ailleurs, lorsque le film a été diffusé, j'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques instants, son nom a été, à l'époque, effacé du générique, pour des raisons, j'allais dire, que je vais vous expliquer. Et donc, Robert Le Vigan, malgré ce côté prestigieux, malgré sa filmographie, malgré ses rôles importants au théâtre, en 1942, il va incarner un Alceste particulier, mais un Alceste, j'allais dire, qui a été reconnu à l'époque. Eh bien, Robert Le Vigan va faire la connaissance, parmi les artistes qui habitent Montmartre, outre Marcel Aimé, outre le peintre Jean Paul, outre d'autres artistes tout aussi prestigieux, eh bien, il va faire la connaissance de M. Louis-Ferdinand Céline. Ils seront voisins du côté de la rue Girardon de mémoire, et donc Louis-Ferdinand Céline va nouer une amitié avec Robert Le Vigan, mais cette amitié prendra un tour idéologique qui sera celui de l'antisémitisme.
Lors de l'occupation, il faut le reconnaître, Robert Le Vigan a eu des postures antisémites, notamment dans des émissions de télévision allemande, et oui, à Paris, il y avait la télévision allemande, et puis il y avait également des émissions de Radio Paris où notamment il déclamait des textes antisémites. On raconte même qu'il aurait écrit des lettres de délation dénonçant certains de ses amis artistes. Que les gens ont peur ou que les gens se méfient ou je ne sais pas quelles sont vos impressions là-dessus. Oh non monsieur, personnellement je trouve que les relations sont très cordiales et je remarque que partout les Français, les Parisiens notamment sont très empressés à donner les renseignements que demande un soldat allemand qui cherche sa rue, qui cherche son hôtel ou qui cherche un bon... Et il a même écrit une lettre à Monsieur Greven, directeur de la Continentale, en parlant de collaboration positive. Voilà. Alors il faut reconnaître que Le Vigan a eu une posture, et pas une posture ambiguë, hein, une posture très explicite sur ce plan. Il aura un procès lors de la période de l'épuration, 10 ans de travaux forcés, indignité nationale, même si on va plutôt, pour certains acteurs qui seront de son côté, témoigner à décharge, en disant qu'il est atteint d'un petit grain de folie, de fantaisie, que en fait il n'était pas tout à fait responsable des textes qu'il déclamait, ou de... Voilà, que c'était plutôt une posture, comme ces nombreux personnages au théâtre ou au cinéma. Oui, il sera défendu par des acteurs prestigieux, son ami Fernand Ledoux, ses amis Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, qui n'étaient pas du même bord politique. Pour échapper à la vindicte juridique et populaire à la Libération en 1944, va s'enfuir en suivant les pas de son ami Louis-Ferdinand Céline, qui s'installera d'abord à Baden-Baden, puis à Sigmaringen, où il y aura le fameux gouvernement provisoire de Vichy, qui va s'installer donc à Sigmaringen. Et donc, une fois la débâcle complètement avérée, et la libération de plus en plus progressive de la France, eh bien, le gouvernement provisoire de Sigmaringen, gouvernement fantôme, gouvernement fantoche et gouvernement fantaisiste peut-être aussi, eh bien, tout ce beau monde va chercher à s'enfuir, qui en Italie, qui en Suisse, qui au Danemark, afin d'échapper aux armées alliées et aux polices des armées alliées déjà installées dans ces pays. Alors, pour Louis-Ferdinand Céline, il va essayer d'aller jusqu'au Danemark et il y parviendra, et puis il connaîtra l'exil et l'emprisonnement au Danemark. Il ne reviendra en France qu'au début des années 1950-1951 de mémoire. Et donc, Le Vigan va essayer d'échapper aux forces alliées et aux polices des forces alliées pour se réfugier en Suisse. Il va être arrêté. Comme je vous le disais, il sera condamné à 10 ans de travaux forcés, à l'indignation nationale, à des peines finalement qui ont été considérées par d'aucuns comme sévères, puisque lors de l'occupation, d'autres vont passer à travers les mailles du filet. Donc Robert Le Vigan va, en imitant son ami Céline, va tenter d'échapper aux forces policières militaires alliées qui arrivent vers Sigmaringen, et donc il va essayer d'aller vers la Suisse. Il sera rapidement arrêté, rapatrié en France, emprisonné, et il y aura ce procès que je vous ai déjà plus ou moins raconté, où il sera condamné à 10 ans de travaux forcés, à l'indignité nationale, mais il sera rapidement, absous, en quelque sorte. Il y aura des exemptions de peine, et même si on va faire de nouveaux appels à lui, notamment son ami
Jacques Becker, eh bien, il va, pour tourner, il va décider de s'expatrier en Espagne puis en Argentine. Alors pourquoi ? Il faut savoir que Robert Le Vigan était atteint parfois un peu de paranoïa, d'après Madeleine Barrault, lors du procès, Le Vigan. Il avait tellement peur de se faire tuer ou de se faire arrêter qu'il dormait avec une hache et un vélo à proximité de son lit, d'accord, pour pouvoir s'échapper au plus vite. Et donc, lors d'une visite qu'il rend à l'un de ses amis artistes à Paris, eh bien, il se fait agresser. À la suite de son procès, il se fait agresser, il se fait menacer de mort, c'en est trop pour lui, et il demande à partir en Espagne. Mais il ne peut pas juridiquement. Et donc, c'est avec l'aide de certains amis qu'il réussit à passer la frontière espagnole et qu'il réussit à faire quelques petits rôles dans 2 films en Espagne, mais qui n'ont pas la qualité ni l'envergure des films et des rôles qu'il a endossés. Robert Le Vigan, au cours de la décennie précédente, membre de la collaboration, va décider d'aller vers l'Amérique du Sud et plus précisément du côté de Buenos Aires en Argentine, dans une petite ville qui se nomme Tandil. Alors en Argentine, il jouera dans 2-3 films qui ne valent ni les films qu'il tourna naguère, ni les rôles peu éloquents et peu prestigieux qu'il développera dans ses longs métrages, et il se mènera face à cette carrière de plus en plus médiocre d'autres métiers, celui de chauffeur de taxi, celui de professeur de latin et de grec auprès d'une population qui était en exil également, et puis aussi d'autres petits métiers, jusque sa fin en 1972, en octobre 1972, dans cette petite ville de Tandil, où il mènera une existence vêtue d'une cape et arborant une canne lors de ses promenades avec sa dernière compagne. Une existence, ma foi, loin des tapages juridiques et médiatiques français. Et une équipe de tournage de documentaristes de France va essayer de monter un film documentaire en 1970, donc peu de temps avant sa mort, 69-70 de mémoire, peu de temps avant sa mort, pour la télévision française. Le documentaire et les rushs existent, mais ils ne seront jamais montrés à la télévision française, à l'ORTF. Mais ils seront récupérés et développés et ensuite réinsérés dans un film de 1992 où non seulement nous verrons les dernières images tournées par Le Vigan, mais aussi par d'autres acteurs qui étaient aussi en Amérique du Sud, tels que René Falconetti, qui interpréta elle aussi un personnage mythique sous la direction de Dreyer. Il s'agit de la Jeanne d'Arc de 1928. Alors que retenir de Robert Le Vigan ? Robert Le Vigan, donc, était un acteur formidable, un acteur qui, tel Robert De Niro avant l'heure, peut-être un Robert De Niro avant l'heure, incorporait ses rôles jusqu'à une certaine limite. De limite, on peut en parler, et elle fut dépassée lors de ses incursions à Radio Paris ou à la télévision allemande parisienne sous l'occupation. Et Robert Le Vigan a été aussi un personnage littéraire, et quel personnage littéraire ? La Vigue dans la trilogie d'exil de Louis-Ferdinand Céline, Nord d'un château l'autre et Rigaudon, avec le fameux chat Bébert qui, dit-on, appartint d'abord à Le Vigan avant d'aller du côté de son voisin Céline et amie Céline. Voilà donc Le Vigan, une personnalité riche, une personnalité ambiguë, une personnalité ambivalente, à plusieurs facettes, et qui parfois interpréta des textes qui ne valaient pas son talent et qui lui valurent évidemment beaucoup de soucis. Vous pouvez redécouvrir cet acteur dans de nombreux films édités en Blu-ray et DVD, chez Gaumont, chez Pathé, chez René Château.
qui font œuvre de patrimoine dans le monde de l'édition.